passion parce que je prends plaisir en toute sincérité à venir vous rencontrer parce qu'il y a quelques années, j'ai été à votre place. Moi, je suis arrivée en France en 2001, après mon bac. Donc, je connais tout le process que vous allez vivre jusqu'à ce que vous trouviez une belle situation professionnelle. Je vous le souhaite, c'est l'essentiel. C'est surtout pour ça qu'on est présent. Parce que c'est important aussi, bien pour nous en tant qu'individus, et c'est important pour la famille qui nous regarde de loin et qui espère effectivement qu'on s'en sorte. Donc moi j'arrive en 2001, je fais mon parcours à l'université de Toulouse et je fais un doctorat. Et donc j'ai eu le titre de séjour étudiant aussi. Voilà, ça a beaucoup évolué entre-temps, parce que bon, maintenant c'est dématérialisé, mais à l'époque, nous, il fallait faire le rang à la préfecture, c'était très difficile. Et puis bon, en tant qu'étudiant, on reste beaucoup dans l'ignorance de ce qui se passe au niveau de la préfecture. Le droit, c'est pas quelque chose qui nous interpelle quand on arrive. C'est une fois qu'on est confronté à l'administration préfectorale, c'est en ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'est pas chez nous et qu'un gouffre s'ouvre. Et si on gère mal, eh ben, on se noie et qu'on perd ce titre de séjour-là. Et ça a déjà une incidence, ça aura une incidence sur notre devenir. Donc, pour vous dire que moi, après mon doctorat, effectivement, je m'inscris à l'université, à l'école d'avocat à Paris, l'EFB, parce que, donc, titre de séjour étudiant, ensuite APS à l'époque, et après l'APS, on passe à profession libérale, et ensuite, après profession libérale, au titre de résident, puis bon, accessoirement, on fait une naturalisation, et puis on devient français. Et tout en sachant qu'on peut être étranger et devenir avocat. Donc pour ceux qui ont des objectifs, il n'y a pas besoin de se limiter de ce côté-là. Voilà. Donc, et après ça, je m'installe à mon cabinet, je monte mon cabinet, je suis au 27 rue de Lisbonne dans le 8e, et puis accessoirement, je me fais recruter en Côte d'Ivoire en tant qu'enseignant. J'enseigne depuis 2018 à l'université, et j'enseigne la procédure civile et les contrats spéciaux, je prends des L3 et des Master 1. Voilà, donc je suis entre Abidjan et ici, et ça dépend du planning sur la Côte d'Ivoire. Quand je suis convoquée, j'y vais, je fais 3 semaines en général ou un mois. Ce sont des moments de pause parce que la vie ici est très rigide, et ça fait plaisir de descendre chez soi pour recueillir beaucoup de chaleur, revenir en force ici avec les exigences que nous demande la vie européenne. Voilà. Donc, après avoir fait ce petit tour-là sur moi, je vais me concentrer sur ce qui est important pour vous. Alors, ce qui est important pour vous, c'est lorsqu'on vient ici d'obtenir un titre de séjour. Il faut savoir qu'il y a 2 catégories de titres de séjour, selon qu'on est primo-arrivant, et selon qu'on est déjà détenteur du titre de séjour et qu'il va falloir le maintenir dans le renouveler. Donc pour dire que la situation des personnes qui vont renouveler n'est pas forcément la même que ceux qui vont obtenir ce titre de séjour une première fois. Alors, prenons ceux qui viennent sur le territoire français avec un visa long séjour. Je pense que quand vous arrivez, vous ne faites pas tellement la différence si c'est un visa. En général, il est dans votre passeport. Et le titre de séjour, c'est une petite carte dématérialisée comme ça qu'on vous remet. Donc en première année, lorsqu'on arrive la première année, on a un visa long séjour, mais qui lui vaut titre de séjour. Il vous autorise à travailler 60% de votre temps, donc ça fait 964 heures, ce qui veut dire qu'il faut faire attention parce qu'on a certains qui n'hésitent pas à détourner le process, des étudiants qui viennent et qui oublient quand même qu'ils sont étudiants et qui travaillent beaucoup plus qu'il ne faut. Vous pensez que l'administration ne le saura pas, mais elle le saura. Parce que quand vous allez produire ces bulletins de salaire-là, on va y voir dessus que vous avez dépassé les 964 heures. Et là, ça va vous poser des problèmes. Donc, il faut faire attention quand on travaille et à ce que ce ne soit pas, le dépassement ne soit pas officiel. On ne vous empêche pas de travailler, mais démerdez-vous pour produire à l'administration un bulletin qui, lui, est conforme à la réglementation. Donc 964 heures. Bien évidemment, il y a des dérogations, mais les dérogations, c'est en fonction de la spécialité de vos études. On a des personnes qui font médecine dans tout ça. Ceux-là, ils ont à peu près une dérogation, c'est possible, mais lorsqu'on fait du droit ou autre chose, il faut faire attention quand on travaille parce que c'est une difficulté plus tard au moment du renouvellement et on pourra vous refuser en disant que vous ne travaillez que plus que vous n'étudiez. Voilà. Donc ça, c'est une difficulté également. Quand on a un visa
long séjour, je vous disais. Alors, on a ce visa-là. Alors, premier point, quand on arrive avec ce visa, il faut le faire valider. La validation, c'est que vous avez une plateforme, la plateforme sur laquelle il faut y aller, téléservice, pour indiquer à l'administration française que vous êtes sur le territoire. On a certains étudiants qui, une fois qu'ils ont leur visa long séjour, viennent, ils vont à la fac, ils se désintéressent totalement de la question. Et au moment du renouvellement, lorsque la préfecture vous demande de produire le justificatif de validation, en ce moment vous êtes bien embêté et ça peut être un risque, on va dire, un problème déjà sur ce point-là pour faire renouveler. On ne se préoccupe même pas de la question de votre travail ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où l'administration n'est pas au courant que vous êtes rentré sur le territoire français du fait de la non-production de cette validation-là, vous êtes en tort par rapport à l'administration et elle est en droit de refuser effectivement de vous renouveler, de vous recevoir, d'instruire même votre dossier. Et ça vous oblige à courir derrière un avocat qui va saisir le tribunal administratif pour contester et ça met beaucoup de stress. Outre le stress que vous connaissez vous déjà en tant qu'étudiant au niveau de la fac ou même pour se loger, pour vivre. Donc je pense que si on peut éviter, il faut faire les choses. Quand on arrive, vous avez les 3 mois de présence sur le territoire. En tout cas, 3 mois, il faut faire valider son visa long séjour. Voilà. Donc, il faut savoir que aussi, la réglementation, le visa ou le titre de séjour qu'on vous donne, ce n'est pas fait au bon vouloir de l'administration. Il y a des sources, il y a le source de droit interne qui lui régit effectivement le fait qu'on vous donne un titre de séjour, qu'on vous l'arrache. Et il y a aussi des conventions bilatérales. Je sais que le Sénégal a signé avec la France une convention qui oblige effectivement à respecter certains critères, notamment le fait de détenir un passeport valide. Faites également attention à votre passeport, qu'il demeure toujours valide, parce qu'un passeport périmé ne vous fera pas franchir l'accueil de la préfecture. Donc quand on est étranger de ce côté-là, c'est quelque chose, il faut vraiment faire attention à ça, puisque la demande de titre de séjour, le renouvellement est fait 2 mois avant la date de péremption, donc il faut, au même titre qu'on se soucie de la fin de son récépissé ou de la fin de son titre de séjour, de son visa, au même titre on se soucie également de la date de péremption de son passeport, parce que c'est le premier document qu'on va vous demander. Et aussi on se soucie également des ressources, c'est important, les ressources. Dans ce pays-là, vous ne pourrez pas obtenir un titre de séjour ni le faire renouveler si vous n'êtes pas à même de justifier que vous avez des ressources. On ne vous demande pas d'en avoir des masses. On vous demande de respecter ce que la loi a prévu. Donc, je ne sais plus, ça doit faire 600 €, je pense que quand on est à Paris. Quand on est en province, c'est un peu moins. Mais à Paris, c'est beaucoup plus élevé. Mais on vous oblige effectivement à prouver ces ressources-là. Alors, je fais une distinction entre ceux qui sont titulaires d'une bourse. Alors, l'avantage quand on est boursier, c'est qu'on n'a pas à obtenir forcément les 600 €. Le simple fait d'être boursier justifie l'obtention d'un titre de séjour et l'obtention de ressources suffisantes. Il y a des bourses qui sont inférieures, il y a des personnes qui ont 200 € de bourse ou voilà. Mais quand on est détenteur de bourse, c'est beaucoup plus facile. Par contre, on peut justifier également ces ressources sur le plan, on va dire, du côté, on va dire en nature, par exemple. Si vous êtes logé à titre gratuit, vous avez à justifier. Et supposons un étudiant qui a 400 € de ressources ou 300 et qu'on vous demande 600 €. Si vous êtes hébergé à titre gratuit, ça veut dire ça, ce sont des ressources, on va dire en nature. Ça compte également. Il faudra prévenir la préfecture que vous êtes hébergé à titre gratuit. Si accessoirement vous avez d'autres choses qu'on vous donne qui viennent compléter effectivement les ressources numéraires, en ce moment ça il faut l'indiquer parce que c'est également pris en compte dans l'interprétation enfin de la notion de ressources suffisantes. Voilà. Et une fois que tous ces critères-là, et puis le plus important aussi, c'est la présence à l'université. Alors, on a ces étudiants-là qui ne viennent quasiment jamais en cours. Il n'y a personne qui vous surveille, hein, quand on est à la fac, on estime qu'on est grand. Donc, si on n'a pas envie de se lever parce qu'il faut -4 et qu'on a envie de dormir, ça vous regarde, mais là, à un moment, vous allez devoir assumer. Parce que la préfecture va toujours vous demander une attestation d'assiduité.
Ce qui veut dire que si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous êtes un étudiant qui ne se présente pas en cours et que les études ne sont pas sérieuses. Donc vous avez l'obligation de vous présenter en cours. Et alors on peut être malade, on peut être déprimé, je pense qu'il y a une différence quand même de vie entre ici et au pays, on peut avoir d'énormes difficultés. Donc on peut ne pas se présenter physiquement à son cours, mais moi je vous conseille, je vous invite, je vous exhorte même à vous présenter aux examens. Parce que les examens, même si vous avez 0, c'est pas grave, on peut se planter sur un examen. Mais ne pas venir à un examen quand on est un étudiant étranger, c'est démontrer un manque de sérieux ostentatoire dans son parcours. Parce que ça, on va vous le reprocher. Parce que quand on va les discuter devant le tribunal administratif en expliquant que c'est un étudiant, bon, il a vécu des difficultés, c'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté, ils vont dire que même aux examens, il ne vient pas. En tout cas, si vous êtes absent aux examens, vous avez tout intérêt à avoir un motif suffisant pour justifier votre absence à vos examens. Voilà. Donc, ressources expliquées, enfin là, sur les modalités, alors sur les conditions de première délivrance, ça je vous ai informé, c'est la plateforme ANEF pour ceux qui ne savent pas. Ce qu'on va vous délivrer au moment où vous allez faire votre demande au niveau de la plateforme ANEF, c'est que on va vous dire, lorsque vous faites votre demande, on va vous donner une attestation de dépôt. Cette attestation de dépôt-là, elle ne vaut pas titre de séjour. Il faut faire attention parce que bon, comme ça ne vaut pas titre de séjour, naturellement, ça ne vous autorise pas à travailler. D'accord ? Voilà. Maintenant, une fois que le préfet, effectivement, va, outre cette attestation de dépôt, il va vous donner une autre, ce qu'on appelle une attestation de prorogation, qui celle-là vaut titre de séjour et qui a une durée. En général, ça peut être une durée de 3 mois. Et si d'aventure l'instruction de votre demande de titre de séjour dépasse les 3 mois, naturellement, ils vont vous en fournir une autre jusqu'à ce que le préfet se prononce sur votre situation. Alors, pour dire que quand on est étudiant, il faut vivre prudemment dans ce pays. Alors, je tenais à attirer votre attention sur le fait, sur tout ce qui est infraction. Alors, je le dis pourquoi ? Parce que vous êtes d'origine sénégalaise et en tout cas, nos statistiques dans les cabinets avocats, on a remarqué qu'il y a une grande communauté sénégalaise qui est condamnée pour tout ce qui est stupéfiant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, j'en avais demandé à un confrère qu'est-ce qui se passe au Sénégal pour qu'on ait des condamnations de ce type-là, stupéfiants. Je crois que c'est une région, j'ai oublié le nom de la région, mais les personnes qui viennent de cette région-là, effectivement, il y a beaucoup de condamnations de ce côté-là. Tout en sachant que quand on est étudiant étranger, quand on se prend une condamnation, on se condamne derrière à ne plus obtenir le titre de séjour parce que vous rentrez dans la catégorie trouble à l'ordre public. Vous avez beau remplir tous les critères, vous n'aurez plus de titre de séjour dans ce pays. Donc les condamnations, attention aux condamnations. Alors là, je dis stupéfiant, mais on a des infractions relatives aux étudiants, c'est à la conduite sans permis. On se dit non, c'est pas grave, vite fait, je vais prendre la voiture, je fais un tour. Mais la conduite sans permis, c'est 3 ans de prison, 70 000 € d'amende. Et casier judiciaire, on rentre dans la catégorie trouble à l'ordre public et la préfecture, non, on renouvelle pas trouble à l'ordre public. Donc moi je dis, quand on est un étranger, on a le droit d'être exemplaire dans ce pays-là. Ce qu'on pardonne à un Français, on ne le pardonne pas à un étranger. Donc évitez quand même de vous prendre des condamnations sur les casiers judiciaires, évitez. Voilà, c'est pas compliqué d'être un bon citoyen ici, surtout que vous avez vocation, je suppose que dans quelques années, quelques-uns seront séduits pour faire une demande de nationalité française et ça va vous rattraper. Voilà. Donc, concernant alors je ne sais plus sur quoi je peux intervenir encore. Alors, quelquefois, faut savoir que quand on a des difficultés comme ça pour obtenir un rendez-vous, quand le titre de séjour doit se terminer, je rappelle que c'est 2 mois avant la fin du titre de séjour qu'il faut faire la demande. Il ne faut pas attendre que ce soit périmé. Et quand on commence à avoir des difficultés pour obtenir, pour faire ces démarches en ligne, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'un avocat, ne serait-ce que pour qu'il débloque la situation, ou même d'écrire à la préfecture en recommandé. Faire l'économie d'un recommandé quand on écrit à la préfecture, je vous dis, ce n'est pas une économie. C'est 2 €, voire plus,
vous pensez économiser 2 euros voire plus, au moment de prouver que vous avez fait les démarches, ça va être bien compliqué. Donc quand on écrit à la préfecture, c'est toujours en recommandé avec accusé de réception et on garde bien ce petit document-là. On garde copie du courrier qu'on a envoyé à la préfecture parce qu'au moment de s'expliquer ou de contester, vous serez en mesure de démontrer que vous avez fait les démarches et que même vous avez attiré l'attention de la préfecture sur votre situation. Et en ce moment, ça permet à un avocat qui vient derrière pour vous accompagner sereinement. Voilà. Donc, on fait sa demande 2 mois avant. Une fois qu'on fait sa demande, s'il y a un refus, parce qu'il s'avère qu'il y a un refus, c'est pas parce qu'on est étudiant que ça veut dire qu'on a droit forcément au titre de séjour, parce que comme je vous ai dit, les critères, ressources, sérieux des études, tout ça, ça va être analysé. Donc, si d'aventure votre demande est rejetée, ce qu'on appelle, c'est toujours la plupart du temps assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Et en ce moment, vous découvrez toute l'horreur de cet arrêté-là, parce qu'il est, en tout cas, je sais que ce soit vous, vous êtes jeune, mais que ce soit les gens beaucoup plus âgés, lorsqu'on a cet arrêté-là, je vous jure qu'il y a le monde qui s'écroule. Et les gens ont peur parce qu'ils se disent que bon, peut-être qu'on viendra me chercher, qu'on va me transférer dans mon pays le lendemain, ça ne marche pas comme ça, il y a tout un process. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'on reçoit l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français, ça se conteste. Ça se conteste. Ça peut être une mauvaise appréciation, ce qu'on appelle une erreur manifeste d'appréciation de votre situation. En ce moment-là, il faut vous rapprocher d'un avocat. Moi, je vous déconseille de faire cette démarche-là vous-même. Parce qu'il y a la procédure gracieuse. Mais en général, la procédure, le préfet ne répond jamais. Ne faites pas l'économie d'un recours. Donc, vous allez voir un avocat, vous êtes étudiant, pour la plupart du temps, vous remplissez le critère de l'aide juridictionnelle. Donc, vous allez au barreau, vous êtes de Paris, vous allez dans le 17e, c'est porte de Clichy, métro 13, il y a un bureau d'aide juridictionnelle, vous retirez un formulaire, vous remplissez, vous demandez la désignation d'un avocat, vous lui expliquez votre situation. Si elle est contentieuse, il vous accompagne pour effectivement défendre votre situation. Donc, on ne reste pas chez soi avec cet arrêté-là. Et puis, de grâce, lorsque vous déménagez, vous avez une obligation de prévenir la préfecture de votre déménagement. Ce qui veut dire qu'on ne reste pas chez soi en disant quand je vais renouveler, je vais changer. Non, on fait un recommandé, on prévient la préfecture qu'on a déménagé. Et en ce moment-là, elle est en mesure, elle, effectivement, de vous informer de tout ce qui peut se passer, des modifications qui peuvent intervenir dans votre situation, des demandes de pièces qu'elle peut faire. Donc, ce sont des petits, comment dire ça, c'est des petits points essentiels comme ça qu'il faut avoir en tête quand on est étudiant dans ce pays-là. Et puis après, quand on finit ses études, je vais terminer sur ce propos, quand on finit ses études, et ça concerne les étudiants de Master 1, Master 2, il y a la question du changement de statut qui se présente. Il faut savoir que désormais, parce que j'ai eu des cas, j'étais vraiment désolée pour des étudiants qui, par manque d'ignorance, ont raté ce process-là. Quand on termine ses études, il faut savoir que vous avez la possibilité d'obtenir un titre de séjour qu'on appelle recherche d'emploi. C'est un titre de séjour d'1 an qui vous autorise à chercher un emploi et en CDI normal. Et ce qui veut dire que quand votre titre de séjour finit 2 mois avant, mais il faut bien réfléchir quand même pour faire cette demande-là, parce que ce titre de séjour n'est pas renouvelable. Ce qui veut dire que vous avez 1 an pour trouver du travail. Un travail, et ce n'est pas n'importe quel travail, c'est un travail dans votre domaine d'activité et il y a une contrainte au niveau du paiement de votre rémunération. Un Master 1 ne peut pas se prévaloir d'un SMIC. Même si vous avez un CDI, ça ne marchera pas. Donc, le critère post-emploi, c'est un travail qui correspond à votre Master 2 dans votre domaine d'activité et le salaire qui va avec. En général, c'est voire plus de 2 000 euros. Donc, on ne prend pas n'importe quelle proposition pour se présenter en préfecture pour aller faire une demande de titre de séjour recherche-emploi. Ou quand on a ce titre de séjour-là, 1 an, donc réfléchissez bien. Moi, ce que je demande aux étudiants qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, ou même stratégiquement, même si on sait, c'est quand on est en Master 2, de privilégier le Master 2 recherche, de sorte que si on n'a pas pu obtenir le contrat le CDI pendant la fin de ses études, poursuivre en tant que doctorant, donc ça vous maintient sur un titre de séjour étudiant, et puis accessoirement, chercher un contrat de travail, et lorsqu'on a ce contrat de travail-là, en ce moment, se présenter en préfecture
pour demander un titre de séjour à recherche-emploi. Et en ce moment, vous ne souffrez pas de cette durée de 1 an qui semble long comme ça, mais qui arrive très vite quand on n'a pas trouvé de contrat. Et bien, une fois qu'on n'a pas trouvé de contrat, le titre de séjour ne se renouvelle pas, vous vous retrouvez en situation irrégulière. Ça vous oblige effectivement à demander un titre de séjour sur d'autres fondements. D'autres fondements, ce sera vie privée, familiale, notamment parce que vous êtes parent d'enfants français, parce que vous êtes pacsé, tout en sachant que le PAX est très important aussi, effectivement, pour obtenir un titre de séjour. C'est 1 an de vie commune avec la personne. Vie commune, ça suppose de vivre ensemble. Et si on ne vit pas ensemble, ça suppose d'avoir des documents administratifs qui sont, en tout cas, tous les 2 personnes à la même adresse. Donc, l'avis d'imposition, EDF, si possible, un compte joint, c'est parce qu'on va vous demander de justifier la matérialité de la vie commune. Dans le PAX, je vous dis le PAX parce que c'est le plus accessible à faire. Bien évidemment, il y a le mariage, mais le mariage, ça nécessite une organisation qui n'est pas tenable. Donc le PAX, ça passe aussi. Et ensuite, on a aussi des étudiants qui ont des enfants, pas forcément des enfants français, mais lorsqu'on a un partenaire qui, lui, est résident ou qui a un titre de séjour à vie privée pluriannuel qui travaille, il y a la possibilité également, lorsqu'on est paxé cette personne, de pouvoir modifier son statut, passer des statuts étudiants au statut du conjoint. Mais bon, avec le risque que si la relation, elle ne dure pas, eh bien naturellement, vous allez perdre ce statut-là. Et j'attire votre attention sur le fait que quand on quitte la fac et qu'on perd son titre de séjour étudiant, c'est très difficile de revenir en tant qu'étranger, ressolliciter un titre de séjour étudiant, parce qu'on estime que vous avez terminé vos études. Donc, réfléchissez, c'est vraiment un process, c'est pas une décision à prendre à la légère quand on veut changer de statut, parce que derrière, les risques sont énormes. C'est quelque chose qu'on doit prévoir dès la première année de fac en disant qu'est-ce que je deviens dans 4-5 ans. Il ne faut pas se contenter de faire ses études et puis à la fin, commencer à se préoccuper de ce qu'on devient. Voilà. Donc, dès qu'on met son pied en France, comment je change de statut, c'est une problématique importante. Donc, on réussit ses études. On vous dit que vous n'avez pas d'obligation de résultat, mais moi, j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement, vous avez une obligation de résultat en tant qu'étudiant, parce que la préfecture est là pour surveiller votre avancée. Et pour les modifications de parcours, on a des personnes qui redoublent la première année, qui changent, qui vont dans un autre cursus, et qui, donc ça fait 2 ans, on n'a pas évolué. Ensuite, on se rend compte que ça ne va pas. Et ensuite, on va dans un 3e. Ces personnes-là, effectivement, ça démontre un manque de sérieux dans ces études, et on a des Master 1 ou des Master 2 qui ont fini ce Master 2 là, qui, parce que ils n'ont pas encore de titre de séjour, n'ont pas de perspective, changent de spécialisation et vont dans d'autres. Mais sachez que lorsqu'on a un Master 2 et qu'on va dans un cursus inférieur à son Master 2, la préfecture estime que vous avez terminé, que votre cursus n'est pas, c'est pas sérieux. On ne peut pas passer de Master 2 à le refaire une première année dans un autre cursus. Ça ne marche pas comme ça. Idéalement, on vous tolère un Master 2 et un Master 2 dans un autre domaine. Pour le 3e Master 2, vous avez intérêt à ce qu'ils viennent compléter la première formation. Donc, on ne change pas de formation comme ça sans qu'il y ait de lien entre la nouvelle formation qu'on va faire avec celle qu'on a déjà fait. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on est étudiant. On n'est pas libre dans ce pays. Voilà. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Ce que vous avez choisi quand vous avez eu une vie privée, un visa long séjour, c'est ce à quoi vous devez vous en tenir à ça jusqu'à ce que vous terminez vos études. Si vous changez, c'est que vous changez suffisamment. Alors, les personnes qu'on tolère, c'est les personnes qui sont en réussite scolaire. Si, par exemple, je suis en réussite scolaire et qu'il s'avère que je vais changer de cursus, effectivement, c'est défendable de dire oui, il était brillant et il s'est rendu compte que ça ne l'intéressait plus, il va faire autre chose. Mais 3 échecs, 2 échecs, 4 échecs et on change, là on sent que vous êtes en souffrance. En ce moment-là, c'est très difficile quand on vous refuse un visa, un titre de séjour, de pouvoir vous maintenir sur tous ces séjours. Donc moi je vous exhorte effectivement à vous concentrer sur vos études, à réfléchir d'abord avant de faire des modifications, à vous présenter également un examen, même si vous n'avez pas préparé vos cours. L'attestation d'activité, c'est important, à ne pas travailler officiellement au-delà de ce qui a été prévu et à réfléchir le process de changement de statut en fin d'études. Parce que cette décision-là, elle est irrémédiable. Voilà. Donc, je m'arrête sur ce propos et puis si d'aventure il y a des questions, je prenais du temps pour répondre. Je vous remercie et puis à tout de suite.